Au plateau direct de cette fête de l'humanité autrement pour le dernier débat du jour. Nous avons évoqué aujourd'hui souvent les premiers de corvée, ceux qui ont fait tourner le pays durant le confinement, sans d'ailleurs forcément être payés en retour, mais la jeunesse aussi, durant cette période, a vu ses difficultés souvent exacerbées, que ce soit le confinement en lui-même ou d'autres mesures précédentes comme la réduction des APL. Alors, jeunesse sacrifiée ou au contraire jeunesse engagée, on en débat tout de suite avec vous, Eugénie, et vos invités. Merci Lionel. Alors on va les présenter tout de suite, ces invités qui sont avec nous pour parler justement de leur engagement, de leur combat et aussi des difficultés inhérentes à la jeunesse en général et plus particulièrement dans cette crise du Covid. Alors premier invité, c'est vous, Léon Desfontaines, bonjour. Vous êtes membre du mouvement des jeunes communistes français. Deuxième invité, c'est vous, Samia Mokhtar. Vous êtes au bureau national de l'UNEF, vous représentez les étudiants sur ce plateau. Et puis les travailleurs sont représentés par Alexandre Fels. Bonsoir, bonjour. Et vous êtes du collectif Jeunes CGT. Alors on va voir avec vous, peut-être je vais vous donner la parole en premier, Samia Mokhtar. D'une part, comment s'est passé le confinement? On a beaucoup parlé des étudiants et des étudiants qui venaient grossir les queues des banques alimentaires. Ça a été aussi sans doute le cas de jeunes travailleurs qui ont perdu leur emploi, mais les étudiants, ça a été vraiment assez massif. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez pu observer cette crise qui a frappé les étudiants et je me suis laissé dire qu'elle les frappait encore puisque beaucoup n'ont pas pu travailler cet été. Donc la rentrée est particulièrement difficile pour les étudiants modestes, on va dire. Oui, en effet. Du coup, effectivement, le mot que vous avez utilisé, exacerbé, c'est bien ça, parce que cette crise, aujourd'hui, elle a mis en lumière certaines problématiques, mais qui existaient déjà avant, en réalité. Donc, il y a une précarité étudiante qui est très forte aujourd'hui, parce qu'on a une augmentation du coût de la vie qui augmente d'année après année. On a des étudiants qui sont contraints de se salarier à côté de leurs études pour simplement pouvoir vivre. Quand on regarde le prix des loyers dans certaines villes étudiantes où c'est compliqué de finir les fins de mois, on a beaucoup de problématiques là-dessus. Et puis surtout, aujourd'hui, la précarité étudiante, c'est un frein à la réussite des étudiants, etc. Vous parlez de beaucoup d'étudiants salariés, mais il y en a plus de 50%, je crois. C'est ça, on est près des 50% d'étudiants qui sont obligés de se salarier à côté de leurs études. En parallèle de ça, on a un système d'aide sociale, de bourse qui est insuffisant, qui est aussi infantilisant puisqu'il est calculé sur le revenu des parents, alors que ça ne correspond pas forcément. Et puis aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'étudiants qui ont droit aussi à cette bourse. On est sur 27% des étudiants qui ont accès à une bourse seulement. Et donc effectivement, on a eu pas mal de problématiques pendant la période de confinement. Du jour au lendemain, on a des universités qui ont fermé, des jeunes qui se sont retrouvés licenciés de leur job étudiant pour ceux qui travaillaient, qui ont eu plus aucun moyen en fait de pouvoir survivre. C'est aussi sur les logements où ça a été assez compliqué parce que quand on ne peut pas avoir d'activité, comment est-ce qu'on peut faire pour financer un logement dans le privé ou même ces résidences universitaires, etc. Donc il y a quand même eu pas mal de problématiques. Et donc oui, pendant le confinement, on a eu du coup une prise de conscience dans la société de la situation des étudiants. C'est beaucoup revenu dans le débat public, notamment avec la question des distributions alimentaires. Ce qu'on a vu surtout, c'est des jeunes qui se sont mobilisés sur ces questions-là et qui ont décidé de s'organiser pour faire jouer la solidarité et distribuer aux plus précaires ces aides alimentaires. Mais au-delà de ça, cette crise, elle touche encore les étudiants aujourd'hui parce qu'on est sorti du confinement, d'accord. Par contre, il y a toute la question des retombées de la crise. Donc, notamment, on va rentrer sur une crise économique où les jeunes vont être les premiers à payer là-dessus. Mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu trouver de job pendant les vacances, qui aujourd'hui n'en trouvent toujours pas pendant l'année, qui n'ont pas trouvé de stage, etc. et qui se retrouvent encore dans une situation de précarité. Et face à ça, les mesures qui ont aussi été prises par le gouvernement, elles sont assez moindres. On a réussi à obtenir des victoires sur les aides à la connexion, des aides alimentaires université par université, grâce à la mobilisation des étudiants et des syndicats notamment.
On a réussi à obtenir une aide de 200 € également pour les étudiants qui ont perdu leur stage ou leur job et les étudiants ultramarins. Et puis là, on a eu une annonce du coup du ticket restaurant universitaire qui passe à 1 € pour les étudiants boursiers. Seulement, alors ça c'est un premier pas, par contre c'est toujours pas suffisant parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent donc, en dehors de ces aides-là, avec donc, des grosses problématiques. Aussi, le confinement a mis en lumière les conditions de vie des étudiants. Confinés plusieurs mois dans 11 mètres carrés ou dans 9 mètres carrés, c'est quand même quelque chose qui était particulièrement difficile à vivre pour nombre d'entre eux. C'est ça. Le confinement, il a été très compliqué pour les étudiants parce que oui, il y a la question du logement et des conditions dans lesquelles on a été. Que ce soit ceux qui sont résidents universitaires, parfois logés dans 9 mètres carrés, ou même ceux qui se sont retrouvés en famille, mais du coup avec des frères et sœurs, des parents qui travaillaient, où ce n'est pas les meilleures conditions pour pouvoir suivre des études. Il y a aussi des problèmes de connexion, etc. Voilà. Donc il y a eu quand même oui, parce pas mal de que choses. rappelons-le, les universités n'ont pas réouvert. L'école a un petit peu repris, mais les universités, c'est-à-dire que jusqu'à la rentrée universitaire, les étudiants sont un petit peu laissés comme ça face à eux-mêmes. Exactement. La gestion des universités a été assez problématique parce qu'au final, il n'y a eu quasiment aucune consigne qui a été donnée de la part du gouvernement sur les facs. On a fermé les universités le 13 mars, il me semble. Et elles n'ont pas réouvert. Donc il y a eu des problématiques sur comment est-ce qu'on arrive à faire une continuité pédagogique, parce que du jour au lendemain, en fait, les universités, les professeurs n'avaient pas les outils, ni les étudiants, pour pouvoir poursuivre. Ça a été une bataille très longue aussi sur les examens, parce que on s'est retrouvé avec des examens en ligne un peu partout. L'UNEF a mené la bataille sur le 10 améliorable, qui permettait aussi du coup à des jeunes qui n'avaient pas de connexion Internet, qui n'étaient pas dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir leur examen, de pouvoir du coup valider, ne pas être pénalisé par Bien ça. sûr. Donc ça a été une longue bataille. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que ça a aussi exacerbé les inégalités entre les étudiants qui ont les moyens et puis ceux qui ne les ont pas. C'est-à-dire là vraiment, toute l'égalité républicaine a été un petit peu mise à mal dans ce domaine comme dans d'autres. Pour le coup, oui, aujourd'hui, il existe déjà des inégalités à l'université, que ce soit sur la précarité, la question financière, on va dire, de vivre au quotidien, que ce soit aussi sur les outils qu'on a à disposition pour pouvoir faire son parcours de formation normalement. Et oui, cette crise a exacerbé du coup d'autant plus ça, parce qu'on a des étudiants qui ont été pas du tout favorisés par ce qui a été mis en place, et d'autres qui avaient un peu moins de problèmes, etc. Effectivement, alors ça c'est la question des étudiants, mais les jeunes salariés, et on va l'évoquer avec vous, Alexandre Fels, n'ont pas été aussi tous logés à la même enseigne en fonction du contrat de travail qu'ils avaient. Tous les salariés précaires, c'est souvent des jeunes d'ailleurs, ont été licenciés, n'ont pas pu forcément bénéficier du chômage partiel. Il y a aussi, vous, à la CGT, c'est quelque chose que vous avez relevé, ce sont des inégalités face au Covid que vous avez pu noter ? C'est sûr que les jeunes ont beaucoup subi l'impact du Covid, notamment par leur contrat de travail, parce qu'ils sont souvent en CDD, en intérim, etc. Donc les premiers contrats qui sont arrêtés quand il y a un problème pseudo-économique, parce qu'on peut en parler du problème économique, c'est encore autre chose, mais en tout cas les premiers contrats qui sont arrêtés, ce sont les jeunes. Ou en tout cas ceux qui sont dans des contrats précaires, et la majorité sont les jeunes. Dans beaucoup d'entreprises, on emploie des jeunes, des étudiants, pour travailler quotidiennement. Donc c'est eux qui ont subi le premier impact, effectivement. Voilà, et c'était les gens les plus faciles à licencier, parce que ceux qui coûtaient moins cher aussi à licencier. En tout cas, c'était la facilité, effectivement, parce que quand quelqu'un est en intérim, on n'a pas besoin d'attendre 3 semaines ou 1 mois ou la fin de son contrat pour finir la tâche, le travail, quoi. Et donc, justement, le fait que, là, on a vu vraiment le danger que représentaient les contrats précaires sans filet de sécurité. Est-ce que, du coup, ce que vous faites depuis des années, c'est-à-dire défendre le droit du travail, est-ce que vous avez senti chez les jeunes, chez vos collègues, une prise de conscience qu'il fallait vraiment défendre le CDI, défendre les droits du travail ? Je pense que la prise de conscience est faite sur 2 choses. Déjà sur le salaire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu du salaire, y compris ceux qui avaient des salaires un peu différés par des primes, etc., qui n'étaient plus en déplacement pour certains ou d'autres causes, qui eux ont subi un impact salarial direct. Et y compris du coup ceux qui étaient en intérim et ceux qui étaient en CDD, ils ont subi parce que leurs contrats ont souvent été arrêtés. Après, est-ce que c'est quelque chose qu'on subit plus qu'avant ? C'est quelque chose qu'on a souvent dénoncé. Nous, on est pour le contrat
À durée indéterminée. À durée indéterminée, mais surtout non précaire. Parce que durée indéterminée, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas précaire. Donc c'est que ce soit dans une entreprise, qu'un salarié dans une entreprise puisse s'y épanouir. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Et alors là, avec effectivement, je pense qu'ils ont quand même, que le patronat a quand même profité un peu de la situation pour faire des choix, stratégiques et économiques. Oui, ça c'est bien sûr, on a pu le constater. Et justement, est-ce que vous constatez un élan vers les syndicats, vers le vôtre, en l'occurrence la CGT, qui a toujours défendu ça? Un élan, c'est sûr qu'il y a des gens qui reconnaissent la CGT en tant que syndicalisme de lutte. Il ne faut pas le nier, et il y en a beaucoup qui viennent. Après, on a eu beaucoup de coups de téléphone, parce qu'on a mis aussi en place des numéros verts pour informer et aider les salariés. Aujourd'hui, on ne peut pas... Alors, je n'ai pas les éléments aujourd'hui pour dire qu'il y a plus de syndiqués qu'avant, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés pour au moins avoir des informations sur la manière avec laquelle était fait le confinement de l'entreprise, le chômage partiel, etc. Et beaucoup sont revenus vers nous sur ces sujets-là. Oui, donc il y a au moins une prise de conscience de l'utilité d'un syndicat, ce qui est toujours une bonne chose. Je me tourne C'est effectivement un bon départ. Voilà, c'est un bon début. Léon Desfontaines, vous êtes le politique de ce plateau. Donc c'est vrai que l'engagement politique dans un parti de gauche, c'est quelque chose il faut porter des valeurs fortes pour le faire, des valeurs qui sont parfois dévoyées dans une société ultralibérale. Est-ce que le constat qu'on a pu faire par rapport aux services publics, à leur nécessité, par rapport à la nécessité d'une solidarité, qui sont des valeurs que vous portez depuis toujours, ces valeurs qui se sont imposées pendant la crise, est-ce qu'elles ont amené à vous des jeunes ou est-ce qu'elles vous ont conforté dans votre engagement politique? Oui, elles nous ont confortés, ça c'est indéniable. Mais je remonterai un peu avant la crise. Moi j'ai l'impression que depuis une bonne année maintenant, même depuis, on pourrait remonter jusqu'à décembre 2018, il y a une prise de conscience de la part des jeunes de l'importance du service public, mais aussi du fait que les politiques libérales et les politiques austéritaires menées notamment dans l'éducation avec les réformes Blanquer portent à mal l'avenir des jeunes. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite petit à petit. On a vu dès décembre 2018 un nombre de lycéens descendre dans les rues comme on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Les jeunes communistes étaient partie prenante de ces mobilisations, bien évidemment. Et petit à petit, on a vu une prise de conscience comme ça, mobilisation des retraites. On a réussi aussi à mobiliser quelques jeunes, alors que la retraite ne les concerne pas directement. En tout cas, de prime abord, on a l'impression que quand on est jeune, ça ne nous concerne pas directement. Et pourtant, on a vu une prise de conscience de la part des jeunes. Et le confinement a mis en exergue et a exacerbé, c'est ce que disait Samia, a exacerbé un peu ces inégalités et les conséquences de ces politiques austéritaires chez les jeunes. Et on le voit, moi, depuis le confinement, les jeunes que je croise lorsqu'on va militer, dans les proches, etc., il y a une réelle prise de conscience de la part des jeunes sur l'importance du service public, l'importance de la solidarité et aussi le fait qu'il y a un ras-le-bol général. Là, nous, depuis qu'on est plus jeune, depuis qu'on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, on nous dit qu'on n'aura pas d'avenir, qu'il faudra serrer la ceinture, que les belles années sont derrière nous. Et en fait, on a une jeunesse qui est quelque peu désabusée peut-être, mais qui a conscience surtout des choses et qui là, depuis le confinement, dit mais en fait, c'est plus possible. On ne peut plus vivre dans cette société-là et il y a une réelle volonté de changement de société. Et nous, en tant qu'organisation politique, a fortiori organisation politique de jeunesse, c'est parfait. Là, on a un terreau favorable et moi, je sens qu'il n'y a qu'une jeunesse là, une colère qui est en train de gronder, de monter dans la jeunesse et qui n'attend plus que justement de rencontrer un syndicat étudiant, un syndicat professionnel, une organisation politique de jeunesse pour s'engager, pour descendre dans la rue. Et moi, je pense que les semaines, mois à venir vont être déterminants et je pense que la génération actuelle est une génération qui va se mobiliser et on verra dans les jours, semaines à venir, mais j'en suis persuadé qu'ils auront un rôle important à jouer d'une part sur les mobilisations, mais surtout sur la société qu'on veut de demain, parce qu'il y a des messages forts qui ont été véhiculés, notamment de la part de l'exécutif pendant le confinement, sur cette volonté de résilience, cette volonté de changer de société. Et je pense que ça fait écho chez de nombreux jeunes. Et arriver à cette rentrée et remarquer que les choses n'ont pas changé, qu'ils sont toujours 37 par classe, qu'ils n'arrivent pas à trouver de boulot, que les salaires ne sont toujours pas élevés, et je pense que justement, ils commencent à en avoir marre. Et c'est justement sur ça qu'on va réussir à mobiliser, structurer, organiser et surtout vraiment mobiliser les jeunes. Et je suis persuadé qu'ils auront un rôle à jouer dans les semaines et mois à venir important. Vous venez de nous prouver là, tous les trois, déjà que des jeunes engagés, ça existait, alors qu'on dit toujours que les jeunes, maintenant, c'est plutôt individuel, leur engagement, c'est plutôt, on essaye de fuir la société, d'y échapper, plutôt que de la transformer. Vous nous prouvez le contraire. Alors, pour peut-être donner envie aux autres, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, tous les trois, on va commencer par vous, Samia, quel a été le moteur, le déclic pour vous engager dans un syndicat étudiant?
Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on a ce discours qui revient beaucoup de dire que les jeunes ne s'engagent plus, qui ne sont plus intéressés par ce qui se passe. Moi, je pense que c'est faux. En réalité, on a beaucoup d'attaques qui sont faites envers les jeunes. Il y a une vraie crainte pour notre avenir, et c'est vrai. Par contre, les jeunes ont tout à fait conscience des enjeux qu'on a devant nous, des problématiques qui existent, que ce soit dans l'éducation, l'enseignement supérieur ou même dans la Même pour le société climat, de d'ailleurs. manière générale. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, on l'a vu, on a des jeunes qui se sont mobilisés depuis très longtemps sur la question du climat, c'est ce que vous évoquiez. À la sortie même du confinement, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, on a quand même des mobilisations antiracistes qui se font un peu partout et une participation massive des jeunes sur ces questions-là. En fait, les jeunes, ils ont conscience de ce qui se passe et sur les problématiques qui les touchent, ils continuent à s'engager. C'est un engagement qui est un peu différent parfois, qui va être sur des thématiques, qui va être un peu moins sur la durée, sur une mobilisation, mais ils attendent qu'il y ait quelque chose qui se fait. Et effectivement, moi j'ai l'impression que là, on est effectivement dans ce ras-le-bol général où chaque Et personne... pour aller dans le sens de ce que vous dites, il n'y a pas un seul engagement. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des militants contre le réchauffement climatique qui vont aller militer aussi contre les violences policières, aussi pour les droits des femmes, aussi pour les droits des salariés. C'est-à-dire que voilà, il y a cet engagement. On commence par, il y a une porte d'entrée qui peut être celle qu'elle est, le climat par exemple, et puis on va les retrouver dans les manifestations pour les soignants. Ça veut dire que l'engagement, c'est aussi un virus qu'on attrape et qui finalement va nous faire prendre conscience que tout est interdépendant. En effet, pour le coup, ce que je disais, les jeunes, ils voient les problématiques qui les touchent et puis ils voient concrètement aussi ce qui se passe ailleurs et ils ont envie de transformer la société. C'est vraiment ça en fait qu'il y a derrière, je pense. Et évidemment, on a aussi une volonté de juste dire stop à toutes les politiques qu'on a pu avoir. Là, on a effectivement des mobilisations sur les questions écologistes, sur les questions de discrimination, que ce soit avec le mouvement MeToo qui a ouvert la parole, que ce soit sur les mobilisations antiracistes, etc. Où, oui, les jeunes se saisissent de ça, parce que ça nous touche au quotidien en réalité, et se mobilisent, s'organisent. N'oubliez pas que vous n'avez pas répondu à ma question Sur le déclic pour vous, en un mot. En effet. Pour le coup, moi, ce qui m'a motivée, c'est de voir en fait, toutes les problématiques qu'il y avait dans l'éducation nationale quand j'étais au lycée, toutes les inégalités. Et je me suis dit, mais en fait, l'éducation, c'est la base de notre société. Et si on commence par changer l'éducation, on transforme la société par la suite. Bravo. Alexandre, vous, quel a été le déclic pour vous engager? Et aussi, je crois qu'il faut qu'on en parle, l'engagement syndical, particulièrement à la CGT, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est souvent discriminé quand on s'engage. Et quand on a une carrière à faire, qu'on est jeune, il y a des freins. Il faut peut-être aussi les évoquer. Qu'est-ce qui a fait que vous ne les avez pas ressentis, ces freins, et que vous y êtes allé? Alors, je sais pas, j'ai du mal à parler de moi-même, mais disons que j'ai toujours eu un engagement syndical et politique assez fort, ce qui fait que ça m'a aidé à avoir un engagement syndical qui suit un peu l'engagement politique. Sur l'engagement des jeunes, je pense qu'effectivement, tu l'as bien dit dans le propos, c'est qu'il y a quand même une discrimination qui est non négligeable. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, quand on nomme un représentant syndical CGT, j'ai du mal à dire des chiffres, mais souvent, il est discriminé. Alors, il y a différentes manières, effectivement. Ça peut être au tribunal directement où on conteste le mandat, ou alors ça peut être sur l'ensemble de la carrière. Donc, effectivement, les jeunes, ils n'ont pas forcément un frein vers la CGT, ils ont un frein vers l'engagement, parce qu'ils savent que derrière, ça peut avoir des contraintes sur la carrière. On essaye d'y lutter, c'est pas toujours facile, malheureusement, parce que c'est la loi. On a un rôle à jouer, nous, les médias. Bon, l'humain, je pense qu'on fait bien notre boulot. Mais est-ce que les médias ont un rôle à jouer pour dédiaboliser la CGT? Déjà, après, moi je considère qu'il y a quand même deux formes de médias. C'est-à-dire qu'il y a les médias qui sont indépendants et progressistes, et ceux qui servent directement le capital. Et il ne faut pas le nier, on va pas se cacher les choses ici. Donc il y a des médias aujourd'hui qui font une discrimination ouverte envers des syndicats, dont fait partie la CGT, qui est actée. Maintenant, ça a toujours été. Il ne faut pas non plus qu'on se cache derrière ça. Il ne faut pas se dire oui, mais on est plus discriminé parce qu'on est à la CGT. Aujourd'hui, on est discriminé parce qu'on est à la CGT, mais il y a 15 ans, on était discriminé parce qu'on était à la CGT, etc. Donc ça ne peut pas être un cache-problème. Aujourd'hui, il y a un manque d'engagement. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui vient vous voir? Comment vous lui diriez de prendre sa carte, de venir vous rejoindre?
quel serait votre premier argument? Bah, deux choses. Déjà, la liberté individuelle au travail, parce qu'être syndiqué, ça fait partie des libertés. Ça permet aux salariés de s'émanciper et d'avoir accès à une autre pensée que celle de l'employeur. Et ça paraît peut-être un peu flou dans certains univers, mais dans l'univers de l'entreprise privée, avoir un autre modèle auquel penser, c'est quelque chose qui n'est pas du tout flou. C'est-à-dire que les salariés, aujourd'hui, ils nous écoutent parce qu'on ne pense pas, parce qu'on contredit l'employeur, mais pas de manière en criant, etc. On a amené des propositions, justement. Et c'est ça notre but. En fait, ça, notre rôle, c'est d'amener des propositions qui sont contre celles que protège le modèle du patronat en général aujourd'hui. Bien, bien. Et alors, on va terminer avec vous, Léon Desfontaines. Vous, alors, qu'est-ce qui pourrait amener un jeune à adhérer aujourd'hui au Parti communiste, au mouvement des jeunes communistes? Quels seraient, pareil, vos arguments? Déjà, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des jeunes de la société, que ce soit toutes les sphères de la société. L'éducation, le travail, les questions internationales, je pense que c'est des questions que les jeunes se posent aujourd'hui beaucoup. Et moi, ce que je dis souvent quand je rencontre des jeunes, je dis mais aujourd'hui on est sans toit, on est sans emploi, mais surtout on est sans peur. Et si on veut rendre coup pour coup au gouvernement ce qui nous inflige au quotidien, il faut qu'on s'organise. Organisons-nous, structurons-nous, parce que le gouvernement, lui, il est organisé. Donc à nous de répondre coup pour coup. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est tout simplement d'être organisé. Et donc la question, c'est pas pourquoi pas, c'est pourquoi ne pas s'engager, mais pourquoi pas ne pas s'engager justement. Parce que quand on est jeune, on a la société devant nous, on a la vie devant nous, on a envie de changer, pour la plupart, la grande majorité, on a envie de changer, de prendre notre avenir en main et de changer la société. Et moi je dis, en fait, ça passe bien évidemment par l'organisation de jeunesse politique et par le mouvement Jeunes communistes de France. On porte aujourd'hui un projet de société, celui d'une justice sociale, celui de l'égalité. Et je pense que ça parle à tous les jeunes. Et quand on parle de défense de l'éducation, quand on parle de défendre les salariés, quand on parle de défendre un revenu digne, eh ben, je pense que ça parle à tous les jeunes. Et c'est cette société-là qui se construira demain avec l'ensemble de la nouvelle génération en bonne partie. Merci à vous. J'ai l'impression qu'on a reçu de belles ondes là ce soir grâce à vous, grâce à la jeunesse. La soirée se poursuit maintenant, c'est plutôt dans une version plus musicale. Alors comme je suis un peu trop âgé pour ça, j'ai demandé en fait à ma consoeur Eugénie de nous dépeindre un peu ce qui va suivre encore sur la chaîne ce soir du plateau TV Direct de la Fête de l'Humanité autrement. Mais c'est même pas vrai, il est même pas vieux. C'est de la pure coquetterie, ça, Lionel. Hein. Bon, je vais quand même vous dire qu'on va pouvoir entendre. Donc ce soir, ce sera des concerts qui seront en direct du Kilowatt à Vitry. Il y aura d'abord Soso Maness. Alors c'est du rap. C'est un rappeur qui vient de la planète Marseille. Donc voilà, c'est un terreau du rap. Alors avec un parcours de vrai rappeur, c'est-à-dire qui a flirté avec le trafic, la prison, la délinquance. On peut dire au moins que dans ses textes, il parle de ce qu'il a vécu. Et c'est en cela qu'il est intéressant. Et puis apparemment, voilà, c'est aussi un bon musicien, ce qui ne gâche rien. C'est tout ce que je peux vous dire sur Soso Maness qu'on va entendre dans quelques minutes maintenant. Et puis ce sera suivi par un concert du groupe La Bestiole. Alors La Bestiole, ils le disent eux-mêmes, ce sont 2 cerveaux, 4 mains et un seul cœur. Et donc ces 2 cerveaux, 4 mains et un seul cœur, ce sont Delphine Lebay qui chante et qui joue de la batterie et des percussions, et Olivier Azano qui est au chant et à la guitare. Alors on les connaît déjà un petit peu à la Fête de l'Humain parce que vous savez qu'on a quelques connexions avec Zébrock, le Grand Zébrock. En 2009, La Bestiole a été le vainqueur du Grand Zébrock. Alors j'ai écouté un petit peu pour préparer cette émission, et moi ça me plaît beaucoup. C'est de la chanson à texte. Ils ont fait beaucoup de premières parties, notamment celle de Benjamin Biolay, des Tétraides, de Mademoiselle K, des gens qu'on connaît à la Fête de l'Humain. Lionel, tu seras d'accord avec moi. Donc voilà, donc je vous recommande vraiment d'attendre, ce sera dans à peu près 1 heure. Après Soso Maness, je vous recommande vraiment La Bestiole, parce que c'est une belle découverte. Voilà, et c'est déjà leur 3e album. On les voit maintenant sur scène, mais ils ont 3 albums derrière eux. Le dernier s'appelle Les Grands Rapides. Il paraît que c'est un tube. Il ne nous reste plus qu'à dire bonjour le Kilowatt où nous serons demain et puis bonsoir la Bellevilloise. Belle soirée à vous. À demain.